Il m'emmène observer les sexes des femmes. Mes chers amis, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de ce que l'on appelait autrefois la télévision de l'âge d'or. Posez-vous une question. Pourquoi une femme qui a absolument tout, la beauté, la gloire, l'argent et l'amour d'un pays tout entier, porterait-elle en elle un cœur complètement gelé ? Si vous avez allumé votre poste de télévision dans les années 2000, vous n'avez pas pu échapper à son visage, Flavie Flament. Elle n'était pas seulement une animatrice sur TF1, elle était notre fiancée nationale. Chaque samedi soir, dans Star à domicile, elle entrait dans nos salons avec cette chevelure d'ange et ce sourire éclatant qui semblait pouvoir réparer toutes les injustices du monde. À l'écran, elle incarnait la perfection, la douceur et la réussite absolue. Mais avec le recul de mes 20 années d'expérience à analyser l'envers du décor, je vais vous révéler une vérité qui fait froid dans le dos. Ce sourire si parfait, mes amis, n'était pas l'expression du bonheur, c'était un bouclier. Une forteresse impénétrable construite par une jeune femme terrifiée. Comment expliquer cette sensation vertigineuse, ce fameux syndrome de l'imposteur ? Imaginez-vous à sa place, vous êtes sur un plateau immense, sous les projecteurs aveuglants, des millions de personnes vous applaudissent. Et pourtant, au fond de vous, une voix vous murmure sans cesse « S'il découvrait qui je suis vraiment, s'il voyait les ombres qui me dévorent, m'aimerait-il encore ?» Flavie ne jouait pas seulement un rôle pour la caméra, elle jouait pour survivre à son propre silence. Elle fuyait. Et cette fuite a pris un nom. Littéralement. Le saviez-vous ? Le nom sous lequel la France entière l'adule, Flament, n'est même pas le sien. C'est celui de son premier mari, le réalisateur Bernard Flamand. Elle l'a épousé en 1995, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Un homme plus âgé, protecteur, rassurant. Mais pourquoi se marier si vite ? Pourquoi renoncer à son nom de jeune fille, Lecanou, pour conserver celui d'un ex-mari, même des décennies après leur divorce ? Ce n'était pas par commodité artistique, c'était un acte d'effacement volontaire. En devenant Flavie Flament, elle tentait de chasser l'enfant brisé qu'elle avait été. Elle cherchait désespérément une figure paternelle de substitution pour échapper à une famille où l'indifférence avait remplacé l'amour. Elle croyait qu'en changeant d'identité, les fantômes de son passé ne la retrouveraient plus. Elle s'était fabriqué une armure de verre. Mais l'armure de verre, si brillante soit-elle, est terriblement fragile, et elle allait bientôt se heurter à un ouragan de lumière et de bruit, un tourbillon médiatique d'une intensité redoutable. Nous voici à l'aube des années 2000. La télévision fabrique des idoles à une vitesse folle. Flavie est la reine incontestée de TF1, et soudain, le destin la place sur la route de son alter ego médiatique, Benjamin Castaldi, le prince héritier d'une prestigieuse dynastie du spectacle, l'homme qui fait vibrer la France avec Loft Story. Leur rencontre n'est pas seulement un coup de foudre romantique, mes amis, c'est un véritable séisme industriel. Ils ne forment plus un couple amoureux, ils deviennent, aux yeux du public, une institution, un empire pesant des centaines de milliers d'euros. Rappelez-vous leur mariage en septembre 2002. Ce n'était pas une célébration intime, c'était une superproduction. Des hélicoptères survolaient la cérémonie, les photographes s'arrachèrent les clichés, et l'événement a été financé en grande partie par la vente exclusive de leurs images à un célèbre magazine pour une somme vertigineuse. Plus de 60 couvertures de magazines se sont enchaînées. La France entière voulait consommer leur bonheur. On exigeait d'eux qu'ils soient heureux, parfaits, infaillibles. Ils avaient construit une cage dorée, magnifique de l'extérieur, mais irrespirable de l'intérieur. Le contraste entre eux était abyssal. Benjamin était le feu. Un homme de passion, impulsif, avide de reconnaissance, brûlant la vie par les deux bouts, parfois aveuglé par les tentations d'une gloire soudaine. Flavie, elle, était la glace. Une femme dans le contrôle absolu, perfectionniste jusqu'à l'obsession. Benjamin confiera plus tard, avec une amertume palpable, qu'il se heurtait sans cesse à un mur d'incompréhension. Il décrivait une femme distante, presque froide, incapable de s'abandonner totalement. Mais ce qu'il ignorait, ce que la France entière ignorait, c'est que cette froideur n'était pas du désamour. C'était un mécanisme de défense psychologique d'une puissance inouïe.
Flavie était en état de sidération. Quand vous portez un bagage invisible si lourd, comment pourriez-vous laisser quiconque s'approcher de votre sphère intime sans déclencher des alarmes intérieures ? L'exubérance de Benjamin, son besoin constant de lumière, tout cela agressait une âme qui ne réclamait que la pénombre et la guérison. Elle l'aimait sans doute, mais son instinct de survie l'obligeait à garder ses distances, même dans son propre lit conjugal. C'est ici que l'on touche au drame le plus absolu de la notoriété. Des années plus tard, Benjamin lâchera cette phrase terrible, lourde de sens. C'est la télé qui a foutu le bazar entre nous. Deux soleils sous le même toit finissent fatalement par s'aveugler. La machine médiatique qui les avait créés allait se charger de les dévorer. En 2006, la vitrine éclate en 1000 morceaux. Le divorce est prononcé, mais là où tout le monde s'attendait à une bataille de mots, l'attitude de Flavie va stupéfier le pays entier. Face aux cris, elle va choisir l'arme la plus déroutante et la plus lourde de conséquences, le silence absolu. Mais pourquoi se taire quand on est accusé de tous les maux ? La réponse est enfouie bien plus loin qu'une simple rupture télévisuelle. Nous sommes en 2006, le divorce est officiel. La presse à scandale fait ses choux gras de cette rupture. Benjamin, blessé, s'exprime, s'épanche, justifie sa vérité devant les caméras. Et Flavie ? Rien. Un silence de marbre. Pendant 10 longues années, elle ne prononcera pas un mot sur cette séparation. Beaucoup ont cru à de la fierté, à une hauteur hautaine. Mais la réalité était infiniment plus tragique. Si Flavie se taisait, ce n'était pas par grandeur d'âme envers son ex-mari, c'était parce qu'elle menait une guerre silencieuse et terrifiante contre elle-même. La vraie blessure qui avait fait exploser son mariage ne s'appelait pas Castaldi, elle s'appelait la mémoire. Elle était en train de réveiller la petite fille de 13 ans, enfouie tout au fond de son âme, celle qui criait dans le noir depuis des décennies. Il a fallu attendre 2016 pour que la vérité éclate comme une bombe. En publiant son livre La Consolation, Flavie ne signe pas un coup d'édition, elle signe un acte de survie. Elle révèle au monde entier le poids insoutenable qui a écrasé toute sa jeunesse. L'auteur de ces tourments, un homme que le monde entier adulait, le photographe britannique David Hamilton. À l'époque, son nom était synonyme de poésie. Il était le maître incontesté du flou artistique, capturant l'image de jeunes adolescentes dans des lumières vaporeuses. Le monde de l'art s'extasiait devant son génie. Mais derrière ce brouillard esthétique, il n'y avait aucune poésie pour Flavie. Il y avait une dépossession totale. Un homme a pillé ma jeunesse, écrira-t-elle avec une justesse déchirante. Ce flou n'était qu'un paravent pour masquer l'innommable, l'emprise destructrice d'un adulte puissant sur une enfant sans défense en 1987. Comprenez-vous maintenant la froideur de Flavie dans son mariage ? Comprenez-vous pourquoi cette femme, malgré tout l'amour qu'elle recevait, était incapable de baisser la garde ? Comment ouvrir son cœur ? Comment s'abandonner dans une intimité sereine ? Quand la première figure masculine d'autorité que vous avez croisée a anéanti votre innocence. Le mur de glace n'était pas contre Benjamin, c'était un rempart contre le monde entier. Mais la tragédie, chers auditeurs, ne s'arrête pas là. Le coup de grâce, la blessure la plus profonde, celle qui a empêché Flavie de se construire pendant 30 ans, n'est pas venue du photographe. Elle est venue du sang de son sang, de sa propre mère. Dans son récit bouleversant, Flavie dévoile l'insoutenable réalité. Sa mère savait. Elle avait vu, ou du moins pressenti la détresse de sa fille, mais elle a choisi de fermer les yeux. Pourquoi ? Pour préserver les apparences sociales ? Pour l'attrait vertigineux de la bourgeoisie et des salons parisiens mondains ? Cette indifférence maternelle est la faille originelle. C'est cette trahison intime qui a poussé Flavie à chercher frénétiquement l'approbation du public sur TF1 pour combler le gouffre d'un amour protecteur qui lui avait été refusé chez elle. En 2016, l'innocence perdue était enfin nommée. Le monde de l'art était secoué. Mais pour Flavie, désigner le coupable n'était que la première étape. Pour retrouver son âme, elle allait devoir accomplir le sacrifice ultime, détruire son propre royaume de télévision. Nommer le mal ne suffit pas à le guérir. Une fois le secret de David Hamilton jeté à la face du monde, Flavie s'est retrouvée devant un miroir impitoyable. L'image que lui renvoyait la télévision n'était plus supportable. Comment continuer à vendre du rêve, des paillettes et des rires sur commande quand on a le cœur en cendres ?
Il faut une force de caractère inouïe pour prendre la décision qu'elle a prise. Flavie Flament, l'animatrice la mieux payée, la star incontestée, a décidé de claquer la porte. Elle n'a pas seulement renoncé à des contrats en millions d'euros, elle a renoncé à l'addiction la plus puissante au monde, la lumière des projecteurs. Regardez son évolution physique à cette époque, elle est fascinante. Elle coupe court sa longue chevelure blonde, cette crinière angélique qui était sa marque de fabrique. Ce n'est pas qu'un changement de style, c'est un acte de rébellion. Elle se dépouille de l'image de la poupée parfaite que les producteurs avaient façonnée. Elle ne veut plus être regardée. Elle veut enfin être écoutée. C'est ainsi qu'elle trouve son refuge, la radio. En rejoignant la station RTL pour animer On est fait pour s'entendre, Flavie entame sa véritable thérapie. Pendant plus d'une décennie, chaque après-midi, elle s'efface. Il n'y a plus de maquillage excessif, plus de sourire forcé. Il n'y a qu'un micro, une voix douce, et surtout, les histoires des autres. Chers auditeurs, c'est un mécanisme psychologique sublime. En écoutant les chagrins, les traumatismes et les secrets de millions d'anonymes, Flavie soignait ses propres plaies. Chaque témoignage reçu était un point de suture sur son âme déchirée. La radio a été son véritable sanctuaire. Elle a compris que sa vulnérabilité, qu'elle cachait avec tant d'efforts, était en réalité sa plus grande force de connexion avec les êtres humains. À l'approche de la cinquantaine, la transformation est totale. La Flavie qui cherchait désespérément une validation paternelle auprès de Bernard ou une existence fusionnelle avec Benjamin n'existe plus. Elle est devenue une entité souveraine. Elle a appris à aimer les rides qui se dessinent autour de ses yeux, car ce sont les cartes de ses batailles gagnées. Elle dira lors d'une interview, avec une sérénité désarmante, « J'ai longtemps appartenu au public. Désormais je m'appartiens. » Retenez bien cette phrase, elle est capitale. S'appartenir, c'est ne plus rien devoir à personne. Et c'est précisément parce qu'elle s'est construite cette forteresse d'indépendance qu'elle a pu tenir debout quand le deuxième ouragan de sa vie a frappé. Car si la France pensait que le chapitre des démons du passé était clos avec David Hamilton, elle se trompait lourdement. Une ombre, beaucoup plus massive, beaucoup plus actuelle et intouchable, allait bientôt croiser le fer avec cette nouvelle Flavie. Et cette fois-ci, en 2026, la guerre allait être frontale. Mais 2026, la France retient son souffle. Alors que l'on croyait Flavie Flament définitivement apaisée, retirée dans sa sagesse radiophonique, un nouveau coup de tonnerre déchire l'actualité. Et cette fois, la cible n'est pas un photographe disparu. C'est un monument vivant, une icône intouchable de la chanson et du cinéma français, Patrick Bruel. Sur son compte Instagram, Flavie publie des mots qui vont faire l'effet d'une onde de choc national. J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé, et avec un homme qui a pillé ma jeunesse. Elle annonce avoir déposé une plainte officielle. Plongeons dans les faits, avec la pudeur et la gravité que la situation exige. Le récit nous ramène en 1991. Flavie n'a que 16 ans. C'est une adolescente éblouie par les lumières d'un plateau de télévision. Lui en a 31, il est au sommet absolu de sa gloire. Après une rencontre télévisuelle, elle est invitée dans l'appartement privé de la star. Une simple tasse de thé lui est offerte. Puis, c'est le trou noir, une perte de conscience totale. Lorsqu'elle émerge de ce brouillard insaisissable, elle décrit une scène glaçante. Elle est sur un lit et cet homme est en train de réajuster ses vêtements. À cet instant précis, elle ne crie pas, elle ne fuit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est frappée par ce que les psychiatres appellent la sidération. Son corps est là, mais son esprit est complètement paralysé par le choc et l'écrasante domination de cet adulte adulé par des millions de personnes. C'est une violence invisible, sans armes, mais qui détruit l'âme d'une adolescente avec la même brutalité. Face à ces accusations d'une gravité extrême, le camp de Patrick Bruel riposte immédiatement. Ses avocats montent au créneau, niant fermement toute contrainte ou l'usage de la moindre substance. Ils parlent d'une relation épisodique et consentie, étalée sur plusieurs années. La machine judiciaire est lancée, relançant dans tout le pays le brûlant débat sur la prescription des faits anciens. Mais regardez bien la posture de Flavie aujourd'hui. Elle n'est plus l'adolescente tétanisée de 1991. Elle n'est plus l'épouse silencieuse de 2006. En 2026, elle utilise cette voix qu'elle a si patiemment soignée à la radio comme une lame d'acier pour réclamer justice. Elle se dresse,
inébranlable face à l'une des figures les plus puissantes du pays. Et c'est précisément cette nouvelle force, cette souveraineté absolue sur sa propre vie, qui nous amène à un autre détail fascinant de cette même année. Un détail qui prouve que Flavie a érigé une forteresse infranchissable autour de sa tranquillité. Quelques mois plus tôt, Benjamin Castaldi, cherchant peut-être à raviver un lien cordial, lui envoie un message inoffensif. « Salut Flavie, on pourrait déjeuner ensemble si tu as le temps ?» Une femme ordinaire aurait peut-être accepté par politesse, mais la réponse de Flavie, révélée par Benjamin lui-même, a la froideur tranchante d'un coup près. « Je n'en ai ni le temps, ni l'envie. » Fin de la discussion. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la haine de la part de Flavie, c'est l'expression ultime de la liberté. Elle refuse d'accorder 1 minute de son précieux temps à un homme qui faisait partie de l'époque la plus douloureuse de sa vie. Elle n'a plus besoin d'être la gentille fille qui arrondit les angles. Elle ferme la porte au passé à double tour. Car au bout de toutes ces guerres, après avoir affronté les ombres les plus sombres de son histoire, Flavie Flament allait enfin découvrir un territoire qu'elle ne connaissait pas. Celui de l'amour véritable, sans caméra et sans fantôme. Au milieu de ses combats pour la justice et de ses renaissances professionnelles, le destin a décidé de lui faire un cadeau inattendu. Un cadeau qui ne brille pas sous les néons agressifs des plateaux de télévision, ni sur le papier glacé des magazines à scandale. Son nom est Yannick, un homme de l'ombre, un artiste, un peintre qui passe son temps à observer les nuances du monde au lieu de chercher à le dominer. Leur rencontre s'est faite à des milliers de kilomètres des mondanités parisiennes, au Brésil, alors qu'elle rendait visite à son fils aîné, Antoine. Et c'est là que réside le miracle de cette union. Yannick n'a jamais regardé la fiancée des Français. Il a vu une femme avec un passé lourd, une femme portant des cicatrices profondes, mais au lieu de s'en effrayer ou de vouloir jouer au héros sauveur, il a regardé ces cicatrices comme les médailles d'une grande guerrière. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, Flavie a réinventé tous les codes de l'amour, oublié les mariages hollywoodiens financés par la presse. Avec Yannick, ils vivent ce que l'on pourrait appeler l'harmonie de l'indépendance. Ils ont fait le choix audacieux de la semi-distance. Lui puise son inspiration face aux vagues de l'océan à Biarritz, tandis qu'elle conserve ses attaches à Paris. Ce n'est pas un manque d'engagement, bien au contraire. C'est le luxe ultime de deux êtres matures qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin de se posséder, ni de s'enfermer dans la même pièce tous les jours pour s'aimer profondément. Cette souveraineté absolue, elle l'applique aussi à sa carrière. Avez-vous remarqué son retour éclatant sur France 2 ces derniers temps, à la tête de l'institution Télématin, ou en reprenant avec brio les rênes du quiz des champions? Certains cyniques diront, vous voyez, elle est revenue à la case départ. Détrompez-vous, la dynamique a totalement changé. Elle n'y retourne plus pour chercher l'approbation d'une mère absente ou pour fuir ses angoisses. Elle y retourne par pur plaisir. Quand un de ses projets, comme Flavie en France, s'arrête prématurément, elle ne panique plus. L'angoisse du vide, qui aurait anéanti la jeune femme des années 2000, glisse désormais sur la femme puissante de 2026. Elle est à l'écran parce qu'elle le veut bien, et elle repartira le jour exact où elle l'aura décidé. L'histoire de Flavie Flament est bien plus qu'une simple biographie d'animatrice. C'est une leçon magistrale de psychologie humaine et de survie. Alors, avant de nous quitter, je vous pose cette question, et je veux vraiment lire vos réponses dans les commentaires. Combien d'entre nous, ici, auraient eu ce courage inouï? Le courage d'abandonner une gloire étincelante et des millions d'euros pour aller soigner son âme dans le silence? Et que pensez-vous de sa réponse tranchante et définitive à Benjamin Castaldi pour protéger sa paix intérieure? Prenez le temps d'y réfléchir. Si cette plongée dans la psychologie de nos grandes icônes vous a passionné, offrez-moi un pouce bleu pour soutenir ce travail d'enquête, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Laissez votre avis juste en dessous, c'est votre voix qui fait battre le cœur de notre communauté. Prenez grand soin de vous, protégez votre paix intérieure coûte que coûte, et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour renaître. À très bientôt pour une nouvelle histoire.